Jonathan Hayes gara sa voiture dans l'allée de sa modeste maison de 2 chambres à Alexandria à 2147 heures. Les vieilles habitudes avaient la vie dure, la lumière du porche vacillait, lui rappelant qu'il devait changer l'ampoule qu'il ignorait depuis 3 semaines. À l'intérieur, le silence l'oppressait comme une présence physique. 32 ans de service, et il rentrait chez lui pour des dîners au micro-ondes et CNN diffusés dans une pièce vide. Il avait gagné ses étoiles sur son uniforme à la dure, né dans un parc de caravanes en dehors de Chattanooga. Jonathan avait menti sur son âge à 17 ans pour échapper à un père dont les poings parlaient plus fort que les mots et à une mère qui avait cessé d'essayer de le protéger. L'armée était devenue sa famille. Il avait saigné pour elle à Kandahar, perdu 3 orteils à cause d'engelures dans l'Hindu Kush et porté le poids de 47 noms des hommes morts sous son commandement. Gravés dans sa mémoire comme des cicatrices, les papiers du divorce étaient arrivés 6 mois plus tôt. Marina Hayes, maintenant Marina Elliott après une cérémonie rapide au tribunal, avait clairement fait son choix. Elle voulait des barbecues normaux dans le jardin, un mari qui rentrait à 17 heures, quelqu'un qui ne se réveillait pas en frappant à cause de cauchemars. Elle avait trouvé cela en Cody Elliott, un policier du 47e commissariat qui entraînait une équipe de petite ligue et souriait sur toutes ses photos Facebook. Jonathan ne lui en voulait pas. Il avait manqué l'enfance de Samantha, morceau par morceau. Chaque récital de ballet échangé contre un briefing, chaque anniversaire marqué par un appel téléphonique d'un autre continent. Sa fille avait maintenant 19 ans et étudiait le droit à Georgetown. Et parfois, quand elle le regardait, il voyait une étrangère essayant de se rappeler pourquoi cet homme austère aux tempes grisonnantes comptait. Il réchauffait des restes chinois quand son téléphone sonna. L'écran affichait la photo de Samantha. Sa remise de diplôme au lycée, le chapeau incliné, ce sourire éclatant qui lui rappelait Marina avant que tout déraille. « Allô » Mapuche, des sanglots profonds, Halletons, qui lui glaçaient le sang. « Papa » Sa voix se brisa. « Papa, j'ai besoin d'aide. Je suis au 47e commissariat. Cody m'a arrêté. Son partenaire est là. Ils disent que j'ai volé quelque chose dans une épicerie. Mais je n'ai rien fait. Papa, je jure que je n'ai rien fait. » Il rigole. Cody a dit que personne ne me croirait parce qu'il est flic et que maman prendrait son parti. La main de Jonathan se crispa sur le téléphone. Sa voix descendit à ce ton qui faisait se redresser les colonels. « Quel commissariat ? Le 47e sur... Ne dis plus un mot, pas un seul mot. Tu comprends ? J'arrive dans 12 minutes. » Il n'appela pas d'avocat, ne se changea pas de son uniforme. Il prit ses clés, sa carte d'identité et sortit avec cette fureur froide qui avait autrefois fait reconsidérer leur choix de vie à des combattants ennemis. Les règles de circulation devinrent des suggestions. Sa chargeur atteignit 145 km/h sur l'autoroute et le compteur grimpait. 9 minutes. Il pensa à Samantha à 6 ans, pleurant parce que les enfants à l'école disaient que son père n'était jamais là. Il pensa à la promesse qu'il lui avait faite de toujours la protéger. Il pensa à un homme qui avait posé les mains sur sa fille. Le 47e commissariat squattait au coin de Maple et Fourth. Un bâtiment brutaliste en béton des années 70 avec des barreaux aux fenêtres et des lumières fluorescentes qui bourdonnaient comme des insectes en colère. Jonathan franchit la porte d'entrée à exactement 2159 heures. Le sergent de bureau, un homme corpulent nommé Perry Conley selon sa plaque, leva les yeux de son ordinateur. Ses yeux s'écarquillèrent. Il se leva si vite que sa chaise roula en arrière et heurta le mur. « Général Hayes ?»« Monsieur !» Le salut fut net. Parfait comme dans un manuel, Jonathan ne le rendit pas. « Où est ma fille ?»« Sergeant. Nous avons une Samantha Hayes en cellule, mais emmenez-moi la voir maintenant. Ensuite, emmenez-moi aux officiers qui l'ont arrêté. » La main de Perry tremblait en cherchant ses clés. 2 autres flics dans la salle commune s'étaient arrêtés en pleine conversation. L'un attrapait son téléphone. Le regard de Jonathan balaya la pièce, cataloguant les visages, les badges. La façon dont tout le monde trouvait soudain quelque chose de fascinant dans leurs papiers. Ils marchèrent dans un couloir peint en beige institutionnel, passant devant des cellules qui sentèrent la sueur rance et le désespoir. Perry s'arrêta à la 3e cellule et l'ouvrit. Samantha était assise sur un banc métallique, le mascara coulant sur son visage, son sweat Georgetown déchiré à l'épaule. Quand elle vit Jonathan, elle essaya de se retenir, échoua. « Papa !» Il entra, s'agenouilla, examina son visage avec la précision clinique de quelqu'un qui avait vu les conséquences d'interrogatoire. « Ils t'ont fait mal ? » ?»« Non. Mais Cody m'a attrapé le bras très fort en me mettant dans la voiture. Il a dit que je faisais une scène, que j'embarrassais maman, qu'on en reparlerait plus tard. » Jonathan se leva, se tourna vers Perry.
Les officiers qui l'ont arrêté, maintenant, ils les trouvèrent dans la salle de pause. Cody Elliott s'appuyait contre le comptoir, un café à la main, riant de quelque chose sur son téléphone. Son partenaire, Donnie Gonzalez, mangeait un sandwich. Tous deux portèrent leur uniforme avec l'arrogance décontractée d'hommes qui n'avaient jamais été défiés. Cody leva les yeux, vit Jonathan, et son sourire vacilla. Il était plus jeune que Jonathan ne l'avait imaginé, peut-être 35 ans, avec une mâchoire carrée et un beau gosse qui passait bien auprès des jurys. « Puis-je vous aider ? Vous avez arrêté ma fille. Vous êtes ?» Cody attendit. Les yeux de Cody glissèrent vers les étoiles sur les épaules de Jonathan. Son visage devint soigneusement neutre. « Monsieur ?» Avec tout le respect dû, votre fille a été filmée en train de voler une bouteille de vodka dans une épicerie sur Harrisburg Avenue. Le propriétaire a porté plainte. Nous avons répondu « Procédure standard. Montrez-moi la vidéo. C'est une preuve dans une affaire en cours. Montrez-moi la vidéo. » Donnie posa son sandwich. « Général, peut-être devrions-nous appeler le capitaine ? Le capitaine peut nous rejoindre ? D'ici là, je veux voir ce que vous avez utilisé pour arrêter une fille de 19 ans qui n'a jamais eu, ne serait-ce qu'une contravention pour stationnement. » La mâchoire de Cody se crispa un instant. Quelque chose de froid scintilla derrière ses yeux. Quelque chose qui n'appartenait pas à un homme qui avait juré de protéger et servir. Puis il sourit, toute courtoisie professionnelle. « Bien sûr, monsieur. » Par ici, la salle de sécurité était exiguë. Sentant le café brûlé et l'ozone électrique, Cody afficha la vidéo sur un ordinateur qui semblait avoir 10 ans. Le timestamp indiquait 1847 heures. L'angle de caméra montrait l'intérieur d'une épicerie. Des allées de chips et de bonbons, un caissier derrière une vitre pare-balles. Une fille en sweat Georgetown entra, cheveux foncés, taille de Samantha. Elle parcourut la section alcool, jeta un coup d'œil autour, puis glissa une bouteille dans la poche de son sweat et sortit. « Ce n'est pas ma fille. Monsieur !» Son sweat n'a pas ce logo Nike au dos. Samantha est gauchère. Cette fille a utilisé sa main droite. Et si vous vérifiez les métadonnées de ce fichier, Jonathan se pencha plus près de l'écran. Ça n'a été enregistré la semaine dernière ? Pas aujourd'hui. Le silence s'étira. Donnie se tenait dans l'encadrement de la porte, la main sur sa ceinture près de son arme. Le sourire de Cody avait disparu. « Vous l'avez piégé !» La voix de Jonathan était conversationnelle, presque agréable. « Vous avez pris une ancienne vidéo ? Trouvé quelqu'un qui lui ressemblait et l'avez utilisé pour arrêter ma fille. La question est pourquoi ? C'est une accusation grave ? Général ? Oui, en effet. » Jonathan se redressa et soudain la petite pièce semblait encore plus petite. « Voici ce qui va se passer. Vous allez libérer Samantha immédiatement. Vous allez détruire ce dossier d'arrestation et ensuite vous allez me dire de quoi il s'agit vraiment. » La main de Cody se dirigea vers son arme. « Ou quoi ? Ou j'appelle un ami au FBI qui se spécialise dans la corruption policière, ou je contacte l'inspecteur général. » « Oh !» Jonathan sourit et ce n'était pas une expression amicale. « Je m'en occupe moi-même. Et croyez-moi, officier Elliott, vous ne voulez pas ça ?» La porte s'ouvrit. Un homme dans la cinquantaine, cheveux argentés, barre de capitaine sur l'uniforme. « Entra Clark Leach. » Selon la plaque, il avait le visage buriné de quelqu'un qui avait navigué dans la politique du département pendant des décennies. Ses yeux allèrent aux étoiles de Jonathan, puis à Cody, puis de retour. « Général Hayes, je suis le capitaine Leach. Je comprends qu'il y a eu une confusion concernant l'arrestation de votre fille. » Pas de confusion, une arrestation illégale, des preuves fabriquées, et je commence à penser que ce n'est pas la première fois que ces officiers utilisent ce tour particulier. L'expression de Leach resta soigneusement neutre. « C'est une allégation grave. Avez-vous des preuves ? J'ai une fille qui était à la bibliothèque de Georgetown jusqu'à 1930 heures. Il y a des caméras de sécurité, des témoins et ces passages de carte d'identité du campus. J'ai une vidéo avec un mauvais timestamp montrant quelqu'un qui n'est pas elle. Et j'ai 2 officiers qui semblent très nerveux en ce moment. » Jonathan se tourna vers Cody. « Dernière chance ? De quoi s'agit-il » Le visage de Cody avait rougi. Vous pensez pouvoir venir ici et jeter votre poids autour. Vous pensez que ces étoiles signifient... Elles signifient que j'ai passé 3 décennies à apprendre à identifier les ennemis, éliminer les menaces et protéger ce qui est à moi. Vous avez posé les mains sur ma fille. Vous avez essayé de lui donner un casier judiciaire. Et vous l'avez fait parce que... Jonathan s'arrêta, les pièces s'assemblant. Vous vouliez punir Marina ? Elle a rompu avec vous, n'est-ce pas ? Avant le mariage, et vous ne l'avez pas supporté. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. « Nous en avons terminé ici. » La voix de Leach portait l'autorité du commandement. « Elliott, Gonzalez,
Dans mon bureau, Général Hayes, votre fille est libre de partir. Je m'assurerai personnellement que cette affaire soit traitée correctement. Mais Jonathan le vit dans les yeux de Leach, le scintillement de quelque chose qui disait que cela ne serait pas traité du tout. Cela serait enterré, les papiers disparaîtraient, et Cody Elliott serait de retour dans les rues demain avec une tape sur la main et un avertissement d'être plus prudent. Il avait vu cela avant en Afghanistan quand un chef de police local prenait des pots de vin et regardait ailleurs pendant que les insurgés déplaçaient tôt des armes dans son district. En Irak, quand des officiers menaient des raquettes de protection et appelaient en ça du maintien de la paix. La même pourriture, un uniforme différent. « Capitaine Leach, dit Jonathan calmement, vous devriez savoir que je tiens des registres détaillés, je documente tout. Et si quelque chose arrive à ma fille, si elle est arrêtée pour un feu arrière cassé, si elle développe soudain un problème de drogue qui n'existait pas avant, si elle a des accidents malheureux, je raserai ce commissariat jusqu'aux fondations. » Il sortit, sans attendre de réponse. Samantha fut silencieuse pendant le trajet de retour. Elle s'assit les bras autour d'elle, fixant par la fenêtre les lumières de rue qui transformaient la ville en ombres ambrées. Enfin, alors qu'ils arrivaient dans sa rue, elle parla. « Maman a appelé. Elle a dit que je mentais. Elle a dit que Cody ne ferait pas quelque chose comme ça, que j'avais dû faire quelque chose pour le provoquer. » Et sa voix se brisa. « Elle l'a choisi lui plutôt que moi. Jonathan Segara mit la voiture au point mort. Écoute-moi, ta mère est dans une position difficile. Elle a peur. Les gens font des choses stupides quand ils ont peur. Elle ne m'a pas cru. Je te crois. Moi, c'est suffisant. » Samantha essuya ses yeux. « Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, tu rentres, tu verrouilles tes portes. Et tu ne parles à Cody, ni à ta mère, ni à personne de ce commissariat. Je m'en occupe. » Jonathan pensa à Kandahar, à un commandant taliban qui avait exécuté 3 travailleurs humanitaires et se croyait intouchable parce qu'il avait le gouverneur local dans sa poche. À la patience requise pour observer, attendre et apprendre chaque détail de la vie d'une cible avant de frapper, de la même façon que j'ai géré tous les ennemis que j'ai affrontés, avec soin. Il rentra chez lui à travers des rues vides, l'esprit déjà au travail. Cody Elliott n'était pas juste un mauvais flic, il était un symptôme de quelque chose de plus grand. La façon dont Donnie s'était positionné près de son arme, la façon dont le capitaine Leach était intervenu si vite, la façon dont personne dans cette salle commune n'avait rencontré le regard de Jonathan, s'était organisé, systématique. De retour dans son bureau, Jonathan sortit un carnet, du vrai papier, pas numérique, parce que le papier ne pouvait pas être piraté, et commença à écrire des noms, un calendrier, chaque détail qu'il pouvait se rappeler. À 0200 heures, il envoya un email sécurisé à Reginald Waller, un vieil ami de ses jours à l'école de guerre qui travaillait maintenant comme enquêteur au bureau de l'inspecteur général. La réponse arriva 15 minutes plus tard. 3 mots, appelle-moi, ligne sécurisée. Jonathan composa le numéro de mémoire. Jonathan. La voix de Reg était rocailleuse de trop d'années de cigarettes. Il n'avait jamais vraiment arrêté. Ça fait trop longtemps ? Quelle est l'urgence ? J'ai besoin d'informations sur un flic, Cody Elliott, 47e commissariat, et son partenaire, Donnie Gonzalez, et un capitaine Clark Leach. C'est une sacrée liste de courses. Qu'ont-ils fait ? Arrêter ma fille sur des accusations fabriquées, mais ce n'est pas ce qui m'inquiète. Tout le commissariat semblait louche, trop organisé, trop rapide à se serrer les coudes. Une longue pause, le 47e a eu des plaintes, rien qui n'est tenu, les témoins se rétractent. Les preuves disparaissent. Ce genre de choses. Mais il y a de la fumée là-dedans ? Donne-moi 48 heures, je creuserai ce que je peux. Reg, c'est personnel, je sais. C'est pourquoi je te dis d'être prudent. Si tu as raison et que c'est organisé, tu n'as pas affaire à un mauvais flic. Tu as affaire à un réseau, et les réseaux se protègent. Jonathan raccrocha et fixa le carnet. 4 étoiles signifiaient le commandement, la stratégie, la capacité de voir un champ de bataille d'en haut et de coordonner des pièces mobiles en pattern dévastateur. Mais ce n'était pas un champ de bataille, c'était sa fille. C'était personnel, et cela signifiait que les règles étaient différentes. Le lendemain matin, Jonathan se rendit à Georgetown. Le campus grouillait d'étudiants se hâtant entre les cours, sac à dos sur les épaules. Tasses de café serrées comme des bouées de sauvetage. Il trouva Samantha dehors de la bibliothèque, assise sur un banc de pierre avec sa colocataire, une fille nommée Ruby Fuentes qui se spécialisait en informatique. « Papa ?» Samantha se leva. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Nous devons parler. » Vous deux ? Ils trouvèrent un coin tranquille de la bibliothèque. Au 3e étage,
entre des piles de textes juridiques que personne ne consultait plus. Jonathan sortit son carnet. « Ruby, Samantha a mentionné que tu étais doué avec les ordinateurs. » Ruby haussa les épaules. « Je veux dire, je peux coder en Python et Java, configurer des réseaux, des trucs de cybersécurité basique. Peux-tu accéder légalement à des vidéos de caméras de sécurité? Assumons légal pour l'instant ?» Ruby échangea un regard avec Samantha. « Peut-être, ça dépend du système. » La plupart des épiceries utilisent des setups DVR bon marché qui sont plug and play. Si je peux avoir un accès physique ou trouver un numéro de modèle, je pourrais probablement extraire des fichiers. Pourquoi? Parce que la vidéo que Cody Elliott a utilisée était truquée? Je veux l'original. Je veux savoir qui était vraiment cette fille dans le sweat. Et je veux savoir si Elliott a déjà fait ça avant. Samantha se pencha en avant. « Papa, qu'est-ce que tu prévois en ce moment? Recueil d'informations? C'est tout ?» Jonathan regarda sa fille. « Mais j'ai besoin de tout savoir sur Cody. Où il va? À qui il parle? Quelle est sa routine? Tu as vécu avec lui et ta mère pendant 6 mois? Parle-moi de lui. » La mâchoire de Samantha se crispa. Il était bizarre avec le contrôle. Tout devait être à sa façon. Ce qu'on regardait à la télé, ce que maman cuisinait pour le dîner, quand j'étais autorisé à avoir des amis, il avait parfois ce regard comme s'il retenait à peine sa colère. Maman faisait des excuses, disait qu'il était stressé par le travail. Est-ce qu'il l'a déjà blessé? Pas que j'ai vu, mais je les ai entendus se disputer. Maman s'excusait pour des choses qui n'étaient pas sa faute. Et ses amis, d'autres flics, venaient parfois, ils agissaient comme s'ils étaient chez eux. Nom, Donnie Gonzalez était souvent là, et ce autre type, Larry Rhodes, il était plus âgé, plutôt silencieux, il s'asseyait dans le garage à boire de la bière, et chaque fois que je passais, ils arrêtèrent de parler. Jonathan Norta. Autre chose, il a une cabane dans le nord, près de Shenandoah, il y va les week-ends parfois, il disait que c'était pour la pêche. Mais il n'a jamais ramené de poisson. Ruby s'éclaircit la gorge. Général Hayes, si vous enquêtez sur des flics, vous devriez savoir qu'ils vont le remarquer. Ces types ont accès à des systèmes de surveillance, au registre du DMV, tout. Bien. Jonathan sourit sombrement. Qu'il le sache, qu'il s'inquiète. Les gens effrayés font des erreurs. Samantha attrapa sa main. Papa, s'il te plaît, ne fais rien de dangereux. Je ne veux pas que tu sois blessé à cause de moi. Ma pousse, j'ai été tiré dessus par des gens qui essayaient vraiment de me tuer. Un flic corrompu ne me fait pas peur. Il serra sa main. Mais j'ai besoin que tu sois en sécurité. Ça veut dire pas de contact avec Cody ou ta mère jusqu'à ce que ce soit résolu. Reste sur le campus. Varie ta routine. Et si quelque chose te semble louche, appelle-moi immédiatement. Après leur départ, Jonathan s'assit seul parmi les livres de droit et pensa aux prochaines étapes. L'approche directe, plaintes officielles. Affaires internes. Exposition médiatique, alerterait Elliott et lui donnerait le temps de couvrir ses traces. Mais une approche plus lente, recueillir des preuves pièce par pièce, risquait de donner à Elliott le temps de frapper à nouveau. Il avait besoin d'un levier, des informations qui ne pouvaient pas être enterrées ou expliquées. Il avait besoin de devenir ce qu'il avait été à Kandahar, un fantôme observant des ombres, apprenant chaque faiblesse, chaque vulnérabilité jusqu'à ce que le moment soit propice. Son téléphone vibra. « Reg, c'était rapide ?» « C'est parce que ce que j'ai trouvé m'a fichu la trouille. » La voix de Reg était tendue. « Cody Elliott est dans la police depuis 12 ans. 7 plaintes pour usage excessif de la force. Toutes rejetées, 3 procès réglés discrètement par la ville. Et voici le clou. Chaque flic qui a essayé de témoigner contre lui a soit été transféré hors du commissariat, soit vu sa carrière détruite. Et Donnie Gonzalez, son partenaire depuis 6 ans, dossier propre sur papier. Mais il était présent pour toutes les plaintes d'Elliott. Et le capitaine Clark Leach, il couvre Elliott depuis le premier jour. Les affaires internes ont ouvert 2 enquêtes. Les 2 ont été fermées d'en haut. D'où en haut? C'est ce que j'essaie de découvrir. Mais Jonathan, écoute-moi. Si tu t'en prends à ces types, tu ne t'attaques pas juste à 3 flics corrompus. Tu t'attaques à un système qui les protège. Ça veut dire des avocats, des reps syndicaux, peut-être des politiciens. Ces gens ont des ressources. Moi aussi, tu es un seul homme? Un seul homme suffit. Tu m'as appris ça? Jonathan pensa aux engins explosifs improvisés, à comment une seule charge bien placée pouvait faire s'effondrer un bâtiment. J'ai besoin de plus d'informations. Dossier financier, journaux d'appel. Qui Elliott contacte? D'où vient son argent? Ça va prendre du temps et ça pourrait ne pas suffire. Ces types sont prudents. Alors je les rendrai imprudents. Jonathan mit fin à l'appel et fixa le carnet.
La stratégie consistait à comprendre le centre de gravité de l'ennemi, la seule chose qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre. Pour Cody Elliott, c'était sa réputation, son pouvoir, la peur qui gardait les gens silencieux, et la peur, Jonathan le savait par expérience, était la plus puissante juste avant de se briser. Il passa une série d'appels, d'abord à Peter Mullins, un journaliste du Washington Post qui avait été intégré à l'unité de Jonathan en Afghanistan et lui devait plus de faveurs qu'on ne pouvait en compter. Puis à un détective privé nommé Santos Mayo, qui se spécialisait dans la surveillance et avait des références qui résisteraient à l'examen. Enfin, à Melvin Blankenship, un avocat qui avait bâti sa carrière en poursuivant des départements de police et en gagnant, chaque conversation fut brève, prudente, posant les bases sans révéler le plan complet. À 1400 heures, Jonathan avait 3 personnes creusant dans la vie de Cody Elliott sous différents angles, légal, investigatif et médiatique. Le filet se resserrait, son téléphone sonna, numéro inconnu. Général Hayes, la voix était masculine, inconnu, avec un léger accent new-yorkais. Vous devriez arrêter de poser des questions sur l'officier Elliott. Qui est-ce? Un ami qui donne un conseil amical? Votre fille est en sécurité. Gardez-la comme ça, en restant en dehors des affaires de la police. Si elle est en sécurité, il n'y a pas d'affaires à s'inquiéter. À moins que vous n'admettiez qu'il y a quelque chose à cacher. Les accidents arrivent. Général, les gens se blessent. Ce serait dommage si quelque chose arrivait à votre jolie fille et la ligne se coupa. Jonathan resta immobile. La menace était explicite, enregistrée sur son téléphone, traçable s'ils étaient assez stupides pour avoir utilisé une ligne du département, mais plus important, cela confirmait ce qu'ils suspectaient. Elliott n'avait pas agi seul. Il avait du soutien et ils étaient assez inquiets pour menacer un général 4 étoiles. Ça voulait dire qu'ils étaient vulnérables. Jonathan appela Samantha. Changement de plan? Tu restes avec moi jusqu'à ce que ce soit fini. Papa, j'ai des cours. Tes professeurs comprendront? Fais un sac. Je viens te chercher. Il se rendit à Georgetown avec les yeux scrutant chaque véhicule, chaque visage, cherchant des patterns, des signes, des menaces, vieilles habitudes, celles qui vous gardaient en vie quand tout le monde voulait vous tuer. Mais cette fois, ce n'étaient pas des combattants talibans ou des insurgés irakiens, c'étaient des flics américains prêts à blesser une adolescente pour protéger leur corruption. Ça semblait encore pire d'une certaine façon. Samantha attendait devant son dortoir avec un sac de voyage. Ruby se tenait à côté d'elle, sac d'ordinateur sur l'épaule. « Je viens aussi », dit Ruby avant que Jonathan ne puisse protester. « Si vous enquêtez sur ces types numériquement, vous avez besoin de quelqu'un qui sait ce qu'elle fait. De plus, Samantha est mon amie et je n'aime vraiment pas les flics corrompus. » Jonathan l'étudia. Ruby était petite, peut-être chassante mais avec des yeux vifs, derrière des lunettes rectangulaires et cette mâchoire obstinée qui lui rappelait des soldats qui refusaient d'abandonner peu importe à quel point les choses tournaient mal. « D'accord, mais vous suivez mes règles? Toutes les deux, pas de risques inutiles, pas d'héroïsme, et si je dis courez? Vous courez ?» Ils rentrèrent à Alexandria en silence. Jonathan vérifiait constamment les rétroviseurs, cherchant des filatures, rien d'évident, mais ça ne voulait rien dire. Une bonne surveillance était invisible. Et si Elliott avait des ressources, il pouvait avoir des gens qui savaient suivre sans être vus. La maison semblait différente avec 2 jeunes de 19 ans dedans, plus bruyantes, plus vivantes. Samantha prit son ancienne chambre, inchangée depuis qu'elle était partie pour l'université. Posters Fans de One Direction. Une étagère pleine de romans Harry Potter, trophée de softball prenant la poussière. Ruby s'installa à la table de la cuisine avec son ordinateur et 3 disques durs externes. « D'accord », dit Ruby, les doigts volant sur les touches. « Première chose, nous devons assumer qu'il surveille. Ça veut dire communication chiffrée seulement, téléphone jetable pour les appels sensibles, et pas de discussion de quoi que ce soit de spécifique par email ou texto. » Jonathan haussa un sourcil. « Tu as déjà fait ça? Mon père est avocat au Texas, affaire de lanceur d'alerte. Un conduite policière, ce genre de choses. J'ai grandi en apprenant comment ne pas laisser d'empreinte numérique. » Ruby ouvrit une série de fenêtres. « J'ai déjà commencé à construire des profils. Cody Elliott a des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. La plupart sont verrouillés, mais son Instagram est public. Beaucoup de selfies de Jim. Photos avec d'autres flics. Voyage de week-end à cette cabane que Samantha a mentionnée. Peux-tu la géolocaliser? Déjà fait! C'est dans le comté de Page près de Luray, enregistré sous une LLC appelée Blue Line Properties. Pariez que d'autres flics possédant au départ dans cette LLC.
Jonathan se pencha par-dessus son épaule pour étudier les photos. Cody à la cabane avec Donnie, tous deux tenant des bières, Larry Rod visible en arrière-plan. Un autre homme, corpulent, familier d'une certaine façon, zoom sur ce type. Ruby agrandit l'image. L'homme avait des galons de sergent, cheveux grisonnants, une cicatrice sur la joue gauche. « C'est Perry Conley ?» dit Jonathan calmement. Le sergent de bureau d'hier soir, donc ils se connaissent tous. Ruby afficha plus de photos. « Regardez ça. Cody et le capitaine Leach à un tournoi de golf de charité, et voici Donnie avec sa femme et ses enfants à un barbecue policier. Ils ne sont pas juste des collègues, c'est un réseau. » Samantha s'assit sur le canapé, les bras autour des genoux. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Jonathan pensa à nouveau à Kandahar, au commandant taliban qui semblait intouchable jusqu'à ce que Jonathan démantèle systématiquement son réseau. Coupe ses lignes d'approvisionnement, retourne ses alliés contre lui, l'isole jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un homme face à une force écrasante. Je vais faire ce que je fais de mieux, je vais trouver leur faiblesse, l'exploiter et les détruire de l'intérieur. Ruby leva les yeux de son ordinateur. Ça semble un peu terrifiant. Général Hayes. Bien, c'est le but. Au cours des 48 heures suivantes, la maison de Jonathan se transforma en centre de commandement. Des cartes de la juridiction du 47e commissariat couvraient un mur. Des photos de Cody, Donnie, Leach. Perry et Larry Rod remplissaient un autre. Des ficelles rouges les reliaient, montrant les relations, les affaires partagées, les patterns de comportement. Reg envoya des fichiers chiffrés. Les dossiers financiers montraient que Cody Elliott gagnait 78 000 $ par an comme officier de patrouille, mais avait acheté une cabane à 200 000 $, conduisait une BMW et prenait des vacances coûteuses. La femme de Donnie Gonzalez avait récemment reçu un héritage de 50 000 $ d'une tante qui n'existait dans aucun registre public. Le capitaine Leach possédait 3 propriétés locatives dans des zones à haute activité de drogue. Larry Rod avait un problème de jeu et devait de l'argent à au moins 2 bookmakers. « Ils sont corrompus ?» confirma Reg par un appel sécurisé, mais le prouver va être dur. Ces types sont prudents. Transactions en cash, sociétés écran, couche de déni. Peter Mullins du Poste appela ensuite. « J'ai fouiné. 3 personnes ont porté plainte contre Elliott au cours des 18 derniers 6 mois. L'une était un étudiant, un gamin blanc, dossier propre, qui disait qu'Elliott avait planté de la drogue sur lui pendant un contrôle routier. Le gamin a refusé de plaider coupable, est allé au procès, et le jury l'a condamné quand même. Il purge 3 ans. Où ? Correctionnel de Riverside, sécurité moyenne. Je peux arranger une visite si tu penses que ça vaut le coup. Fais-le. Je veux entendre son histoire. Santos Mayo. Le détective privé rapporta en dernier. Elliott a été très actif dernièrement, rencontrant des gens que je ne reconnais pas des flics, pas des associés connus, échange de cash. Téléphone chiffré, quelque chose de gros se prépare. Général, et je pense que l'arrestation de ta fille en faisait partie. Partie de quoi ? C'est ce que j'essaie de découvrir, mais si je devais deviner, Elliott déplace du produit, de la drogue, probablement en utilisant son badge pour protéger son territoire et éliminer la concurrence. Et je pense qu'il a essayé de t'effrayer en s'en prenant à Samantha. Pour prouver qu'il est intouchable, Jonathan sentit la fureur froide revenir. Comment le prouver ? Nous avons besoin de quelqu'un à l'intérieur, quelqu'un qu'Elliott fait confiance ou nous devons le prendre sur le fait. Cette nuit-là, Jonathan ne put pas dormir. Il resta dans son bureau à fixer le réseau de connexion, pensant aux échecs, au sacrifice, à donner à l'adversaire exactement ce qu'il voulait pour qu'il marche dans un piège. Samantha le trouva à 0300 heures. « Tu vas bien ? Juste en train de réfléchir à comment les détruire, à comment le faire bien. Il y a une différence entre la vengeance et la justice. » Samantha s'assit dans son fauteuil de bureau, tournant lentement. « Et si tu ne peux pas le faire légalement ? Et si le système est trop corrompu ? Alors je trouve un autre moyen, même si c'est illégal. » Jonathan regarda sa fille. « J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier, des choses qui devaient être faites parce qu'il n'y avait pas de solution propre. Mais chaque fois, je m'assurais de pouvoir vivre avec les conséquences. C'est la différence entre moi et eux. Je connais le poids de ce que je fais. Je ne veux pas que tu ailles en prison à cause de moi. Je n'irai pas parce que je suis plus intelligent qu'eux et plus patient. » Ruby apparut dans l'encadrement de la porte, ordinateur sous le bras. « Désolé d'interrompre, mais vous allez vouloir voir ça. J'ai accédé aux emails de Cody. Ne demandez pas comment. Déni plausible et tout ça. Il correspondait avec quelqu'un utilisant un compte ProtonMail. Chiffré. Mais j'ai réussi à récupérer des brouillons supprimés. Elle afficha l'écran. Jonathan lutte, sa mâchoire se crispant à chaque ligne. Colis livré vendredi. Emplacement sécurisé. Pas de complications.
Acheteur pose des questions. Besoin de confirmer fiabilité. Problème résolu. Fil effrayé. Père neutralisé. C'est de 3 jours à go, dit Ruby. Le lendemain de votre apparition au commissariat. Père neutralisé. La voix de Jonathan était glaciale. Il pense que me menacer était suffisant. Il y a plus, Ruby défila. Il planifie une autre livraison. Vendredi soir. 2200 heures à la cabane. Quelqu'un nommé l'évêque est censé être là. L'évêque, j'ai croisé les bases de données criminelles. C'est un surnom pour Herman Weeks, un distributeur de niveau moyen avec des connexions au cartel mexicain. Si Cody le rencontre, on ne parle pas de petit trafic. C'est de la traite. Jonathan fixa l'écran. Un plan se forma pièce par pièce comme un ordre d'opération écrit en temps réel. Nous avons besoin de preuves. Vidéo, audio, quelque chose qui ne peut pas être contesté. Je peux aider avec ça, dit Ruby. J'ai du matériel, mais quelqu'un doit être là pour le placer. J'irai. Papa, j'ai fait de l'infiltration avant, je sais comment ne pas être vu. Jonathan se tourna vers Ruby. Peux-tu obtenir les plans de la cabane? J'ai besoin de connaître les points d'entrée, les lignes de vue, les endroits pour cacher des caméras. Le lendemain, Jonathan se rendit au correctionnel de Riverside. Peter Mullins avait arrangé la visite. Credentials Press officiel, entretien enregistré. Tout en règle, le gamin s'appelait Jeremy Howard, 21 ans, maigre, avec des yeux creux, qui disait que la prison le rongeait vivant. Ils s'assirent dans une salle de visite qui sentait le nettoyant industriel et le désespoir. Les mains de Jeremy tremblaient en prenant le téléphone. « Pourquoi êtes-vous ici ?»« Parce que Cody Elliott a arrêté ma fille sur de fausses accusations et je pense que vous pouvez m'aider à prouver qu'il est corrompu. » Jeremy rit, amer et brisé. « Prouver ça ? Mais qui ? J'ai essayé de le prouver. J'avais des témoins, j'avais le GPS de mon téléphone montrant que je n'étais pas où il disait que j'étais. Ça n'a pas importé. Le jury l'a cru parce qu'il est flic et que je suis juste un gamin. Racontez-moi ce qui s'est passé. Je rentrais de chez ma copine. Tard, peut-être minuit, Elliott m'a arrêté, a dit que j'avais grillé un stop. Ce que je n'ai pas fait, il m'a fait sortir, a commencé à fouiller ma voiture. Je me disais, peu importe, je n'ai rien à cacher. Puis, il tend la main sous mon siège et sort un sac de cocaïne. Je n'ai jamais touché à la drogue de ma vie. J'étais en pré-médecine. J'allais devenir médecin. La voix de Jérémy se brisa. Il m'a souri, a dit que j'avais 2 choix. Prendre un accord de plaider coupable, servir une probation ou me battre et me faire détruire au tribunal. Et je me suis battu. Mon avocat disait qu'on avait un bon dossier. Mais ensuite, les témoins ont changé leurs histoires. Les preuves ont disparu et le jury est revenu coupable en 40 minutes. Qui était le procureur? Un assistant DA nommé Jerry Hayden, mais il ne semblait pas très intéressé par l'affaire. Comme si c'était routine, Jonathan nota le nom. Est-ce qu'Elliott vous a contacté après l'arrestation? Offert un deal. Demandé de l'argent? Non, mais un type est venu me voir juste avant le procès. A dit qu'il était un ami d'Elliott. M'a dit que je devrais considérer ce qu'une longue sentence ferait à ma mère. Elle a la sclérose en plaques. A besoin de moi pour l'aider. Il a dit que si je prenais l'accord, Elliott s'assurerait que ma mère obtienne de l'aide pour les factures médicales. Extortion? Ouais, mais j'étais trop stupide pour l'accepter. Maintenant, maman est dans une maison de retraite qu'elle ne peut pas se permettre. Et je suis ici pour 3 ans de plus. Jonathan se pencha en avant. Et si je pouvais vous faire sortir? Et si je pouvais prouver qu'Elliott est corrompu et faire annuler votre condamnation? Comment? En vous donnant une chance de rédemption. Aidez-moi à monter un dossier. Dites-moi tout ce dont vous vous souvenez. Names, dates, conversations. Et quand ce sera fini, je m'assurerai que vous obteniez justice. Jérémy le regarda avec des yeux qui voulaient espérer, mais avait oublié comment. Pourquoi m'aideriez-vous? Parce que personne d'autre ne le fera? Et parce qu'Elliott pense qu'il est intouchable? Je vais lui prouver qu'il a tort. Ils parlèrent encore 1 heure. Jonathan apprit sur des contrôles routiers qui ressemblaient à des extorsions, sur de l'argent disparu des preuves, sur un réseau de flics qui opérait en toute impunité parce que personne ne pouvait les toucher. Jérémy mentionna d'autres noms. Anna Newton, une avocate de la défense qui avait essayé d'exposer Elliott et avait soudain ses propres problèmes légaux. José Hogan, un propriétaire d'épicerie qui avait porté plainte et avait vu sa licence d'entreprise suspendue. Le pattern était clair. Quiconque défiait Elliott souffrait et le système le protégeait parce qu'il en faisait partie. Jonathan quitta la prison avec des pages de notes et un sentiment croissant que c'était plus grand qu'un seul flic corrompu. C'était de la pourriture institutionnelle et l'extraire requérait une chirurgie qui allait profond. Ce soir-là,
Jonathan rencontra Melvin Blankenship dans un café à Arlington. Melvin était un grand homme noir avec des dreadlocks argentés et une réputation pour rendre les départements de police très nerveux. Il commanda un café noir, lut les notes de Jonathan et siffla bas. « C'est un cas RICO en attente? Flix corrompus, trafic de drogue, extortion, conspiration. Si on peut prouver la moitié de ça, tout le commissariat tombe. Combien de temps ça prendrait? Des mois? Peut-être des années? Enquête fédérale. Grand jury, tout le processus. Je n'ai pas des mois. » Melvin leva les yeux vivement. « Général, quoi que vous pensiez, ne le faites pas. La loi fonctionne lentement, mais elle fonctionne. Si vous sortez des sentiers battus, vous perdez l'autorité morale et probablement votre liberté. La loi fonctionne pour les gens avec de l'argent et du pouvoir. Ma fille n'a ni l'un ni l'autre. Le gamin à qui je viens de parler non plus. Combien d'autres victimes y a-t-il? Je comprends votre colère. Vraiment? Parce que j'ai passé 30 ans à défendre ce pays, en suivant les règles, en faisant confiance au système, et le système vient d'essayer de détruire ma fille parce qu'elle ne voulait pas jouer le jeu. » La voix de Jonathan était calme, contrôlée, létale. « Je ne vous demande pas de violer la loi, je vous demande d'être prêt quand je vous donnerai des preuves. Vous allez déposer la plus grande poursuite que vous ayez jamais déposée, et vous allez gagner. » Melvin l'étudia. « Qu'est-ce que vous prévoyez? Mieux que vous ne sachiez pas? Déni plausible? Général, Melvin, j'apprécie votre souci, mais ces gens ont menacé ma fille. Ils pensaient que la peur suffirait. Ils avaient tort. » Jonathan partit sans finir son café. Dehors, le crépuscule tombait, peignant le ciel en nuances d'orange et de violet qui lui rappelaient les couchers de soleil en Afghanistan. Il pensa au commandant taliban, comment il avait fallu 6 mois de planification prudente avant la frappe finale, comment la patience était l'arme la plus mortelle. La cabane de Cody Elliott était à 2 heures au nord. Jonathan avait étudié les plans, les images satellites, le terrain. Il connaissait chaque approche, chaque sortie, chaque cachette. Ruby lui avait fourni le matériel, caméra miniature, micros, un serveur portable pour capturer et chiffrer toutes les données. Vendredi soir était dans 3 jours. Ça lui donnait le temps de repérer, placer le matériel et se préparer à ce qui arriverait. Samantha le surprit alors qu'il chargeait du matériel dans sa voiture. « Tu vas à la cabane? Juste de la reconnaissance? Ne me mens pas, je ne suis plus une enfant. » Jonathan s'arrêta. Elle avait raison. Samantha n'était plus la petite fille en crampons de softball qui pleurait quand il manquait son anniversaire. Elle était une jeune femme qui avait été arrêtée, menacée, trahie par sa mère et qui regardait maintenant son père se préparer à la guerre. « Je vais recueillir des preuves. Si Elliott rencontre un dealer de drogue, je vais l'enregistrer. C'est tout. Et si quelque chose tourne mal, ça n'arrivera pas? Papa, il posa ses mains sur ses épaules. Je sais ce que je fais. C'est pour ça que j'ai été entraîné. Fais-moi confiance. » Elle l'étreignit farouchement. « Reviens sain et sauf. Toujours. » Le trajet au nord fut calme. Jonathan gara à 5 kilomètres, randonna à travers les bois avec un sac plein de matériel. La nuit était froide. Claire, étoile visible à travers les arbres. Il se déplaça silencieusement, évitant les sentiers, utilisant le terrain pour rester caché. Vieille compétence, mémoire musculaire de trop d'opérations nocturnes pour les compter. La cabane apparut à travers les arbres à 02h30, lumières éteintes. Pas de véhicule visible. Jonathan fit un large cercle, confirmant pas de caméra de sécurité, pas de détecteur de mouvement, pas de chien. Soit Elliott était confiant, soit stupide. Probablement les deux. Il plaça la première caméra dans un arbre avec une vue claire de l'entrée principale, la seconde dans un hangar près de la porte arrière, la troisième sous les avant-toits visant l'allée. Les micros alertent à l'intérieur, un dans le salon planté dans une prise électrique, un dans la cuisine déguisé en batterie de détecteur de fumée. Le travail prit 4 heures. Quand il eut fini, la cabane était câblée pour une surveillance complète. Et si Elliott venait ici vendredi soir, chaque mot, chaque action serait enregistrée. Jonathan randonna de retour à sa voiture alors que l'aube se levait. Il ressentit la vieille sensation familière, le calme avant le combat, la certitude qui venait d'une bonne planification et d'une préparation approfondie. Cody Elliott pensait qu'il était en sécurité. Il pensait que menacer un général suffirait. Il pensait que le système le protégerait. Il avait tort sur tous les points. Et d'ici vendredi soir, il saurait exactement à quel point il avait tort. De retour chez lui, Ruby avait le serveur en marche. Les flux de la cabane arrivaient clairs, pièces vides, bois silencieux. Rien ne bougeait sauf la faune occasionnelle.
Elle avait configuré la détection de mouvements, les déclencheurs audio, tout automatisé pour capturer toute activité. C'est du matériel de qualité militaire, dit Ruby, impressionné. Où l'avez-vous eu? Ne pose pas de questions auxquelles tu ne veux pas de réponse. Samantha descendit, les yeux rougis d'avoir pleuré. Maman a appelé, elle a dit que je déchirais la famille, que Cody est un bonhomme et que j'essaye juste de causer des problèmes parce que je suis jalouse. Jonathan sentit la colère monter comme une vague. Marina était soit complice, soit volontairement aveugle. Aucune option n'était acceptable. Bloque son numéro? Papa, elle a fait son choix. Elle l'a choisi lui plutôt que toi, plutôt que la vérité. Bloque son numéro. Samantha, tu n'as pas besoin de ce poison dans ta vie. Mais c'est ma maman et elle aurait dû te protéger. Elle ne l'a pas fait. C'est sur elle. Le lendemain, Peter Mullins publiait un article dans le Post, pas sur Elliot spécifiquement. Ça serait trop tôt. Ça révélerait leur jeu, mais sur des patterns d'inconduite policière, sur des affaires où les preuves étaient douteuses, sur un système qui protégeait les mauvais acteurs. L'affaire de Jeremy Howard était mise en avant, bien que sans nom, juste des faits présentés clairement, soulevant des questions. Dans les heures qui suivirent, le téléphone de Jonathan sonna, numéro inconnu à nouveau. « Vous faites une erreur, général, je ne pense pas que nous ayons été correctement présentés. C'est votre dernier avertissement? Laissez tomber, partez où les choses empirent beaucoup. Pour qui? Parce que de mon point de vue, menacer un général 4 étoiles sur une ligne enregistrée semble une mauvaise décision tactique. Silence. Puis, froid et dur, vendredi soir, restez loin du comté de Pageant. Ce n'est pas une requête. La ligne se coupa, Jonathan sourit, il savait qu'il venait bien, qu'il soit paranoïaque, qu'il se demande ce qu'il avait trouvé, ce qu'il savait, ce qu'il prévoyait. La peur était une arme, et il était sur le point de la retourner contre eux avec une précision chirurgicale. Jeudi soir, Jonathan briefa sa petite équipe, Regia. Peter, Melvin, Santos par chat vidéo chiffré. Le plan était simple. Vendredi soir, Santos maintiendrait une surveillance depuis une position cachée, prêt à fournir du soutien si les choses tournaient de mal. Peter serait en stand-by avec son éditeur, prêt à publier si Jonathan donnait le signal. Melvin aurait une poursuite rédigée, prête à être déposée lundi matin, et Reg coordonnerait avec des contacts du FBI, prêt à agir si les preuves étaient solides. « C'est risqué ?» avertit Regan. « Si Elliot est intelligent, il balayera pour de la surveillance. Il ne le sera pas. Il est arrogant. C'est sa faiblesse. Et s'il me trouve? Alors je m'en occupe. Mais il ne le fera pas. » Vendredi arriva avec un ciel clair et des températures chutant vers le gel. Jonathan passa la journée à préparer, vérifier le matériel, revoir les cartes, passer en revue les contingencies. Samantha le regarda avec des yeux inquiets, mais ne dit rien. Ruby maintenait les flux de surveillance, s'assurant que tout enregistrait correctement. À 1800 heures, Jonathan chargea sa voiture, vêtements noirs, lunettes de vision nocturne, les caméras et le matériel audio, et au cas où, un Sig Sauer P226 qu'il avait porté à travers 2 guerres et n'avait jamais voulu utiliser sur le sol américain. « Si je ne suis pas de retour par 0 lieu puissant, dit-il à Samantha, appelle Reg. Il saura quoi faire. S'il te plaît, fais attention. » Toujours, le trajet au nord fut calme à nouveau. Jonathan arriva à son spot de parking à 2030 heures, randonna dans l'obscurité qui semblait comme de vieux amis l'accueillant chez lui. La cabane avait maintenant les lumières allumées, 2 véhicules dans l'allée, la BMW d'Elliot et un escalade noir avec des plaques du Texas. Jonathan s'installa dans sa position d'observation à 275 mètres, vision nocturne activée. Dispositif d'enregistrement en marche, les caméras qu'il avait placées transmettaient une vidéo claire au serveur de Ruby, l'audio arrivait net et propre. À 2125 heures. La porte d'entrée s'ouvrit, Cody Elliott sortit, suivi de Donny Gonzalez et d'un homme que Jonathan ne reconnaissait pas. Grand, hispanique. Costume coûteux, Herman Weeks, l'évêque. Derrière eux, le capitaine Leach et Perry Conley émergèrent, portant tous deux des sacs de sport. Le flux audio capta leur conversation. « Je t'ai dit que c'était sécurisé ?» disait Elliott. « Personne ne connaît cet endroit sauf nous. »« Ton commissariat est enquêté ?» répondit l'évêque. Sa voix était fluide, éduquée, du genre qui venait de l'argent et du pouvoir. Cet article dans le Post, les gens posaient des questions. « C'est géré. Nous avons des amis aux bons endroits. »« Vraiment ? Parce que de mon point de vue, tu as un général 4 étoiles qui pose des questions. Ce n'est pas géré, c'est un problème. » Le visage d'Elliott s'assombrit. « Ace n'est rien. Je l'ai effrayé avec un appel. »
Tu as arrêté sa fille sur de fausses accusations, pourquoi? Impressionner ta copine. C'est bâclé. Cody. Et bâclé fait tuer les gens. J'ai mes raisons? Je me fiche de tes raisons. Je me soucie de la distribution. Peux-tu maintenir la sécurité ou pas? Le capitaine Leach s'avança. Nous sommes solides. Le commissariat est sous contrôle. Les affaires internes ne posent pas de questions. Et si Hayes devient un vrai problème, nous nous en occuperons. Leach sourit. De la même façon que nous nous sommes occupés de tous les autres, planter des preuves. Le discréditer, s'assurer que personne ne croit un mot de ce qu'il dit. Il n'est qu'une cible de plus. L'évêque considéra cela. Bien, mais je veux des assurances. 2 millions en produits passent par ton territoire le mois prochain. Si quelque chose tourne mal, s'il y a même un soupçon d'enquête, je me retire et vous répondrez à mes patrons. Est-ce clair? Clair comme de l'eau de roche, dit Elliot. Ils rentrèrent à l'intérieur. Jonathan observa par la fenêtre alors que les sacs de sport étaient ouverts, révélant des briques de cocaïne enveloppées dans du plastique. De l'argent changea de main. Le capitaine Leach le compta, hocha la tête, et tout le monde se détendit. Affaire comme d'habitude pour un commissariat corrompu protégeant une opération de drogue. Jonathan enregistra tout, chaque visage, chaque mot, chaque détail incriminant. Le serveur de Ruby capturait tout, sauvegardé dans plusieurs emplacements chiffrés à 2340 heures. La réunion se termina, l'évêque partit en premier, son escalade roulant sur la route de terre. Les flics restèrent derrière, buvant de la bière, riant de combien c'était facile. Combien les gens étaient stupides de faire confiance à un badge. Jonathan attendit jusqu'à 0100 d'heure, puis il se déplaça, silencieux comme de la fumée, vérifiant son matériel. Chaque caméra fonctionnait encore, chaque micro transmettait encore, rien laissé derrière sauf des fantômes et des preuves. Il était à 1,5 km quand son téléphone vibra. « Test du Santos. Tu es suivi ?» Le sang de Jonathan se glaça, il augmenta son allure. Pas en courant, courir confirmerait les soupçons, mais en se déplaçant vite à travers les arbres, derrière lui, des lampes torches coupaient de l'obscurité, des voix appelant « Vu quelque chose bouger ?» Vérifier le périmètre. Il savait, d'une façon ou d'une autre, il savait. Jonathan atteignit sa voiture, démarra le moteur et conduisit. Des phares apparurent dans son rétroviseur. La BMW d'Elliot se déplaçant vite. Ils avaient trouvé son véhicule, avaient dû le repérer. Attendre son retour, la poursuite était lancée. Jonathan poussa la charge fort, atteignant Centre Galilée-Mareur sur des routes de montagnes sinueuses. La BMW maintenait le rythme. Derrière elle, un autre véhicule, le pick-up de Donnie, ils essayèrent de le coincer. Il pensa aux options. Les ramener à Alexandria? Non. Ça mettrait Samantha en danger? Les semer? Possible. Mais difficile sur des routes inconnues. Se battre? Dernier recours. Il prit un virage serré, dérapa, reprit le contrôle. La BMW recula légèrement. Jonathan vit une route secondaire, prit une décision en une fraction de seconde et tourna fort. La route était à peine pavée, pleine de nids de poules. Menant plus profond dans les bois, la BMW suivit. Jonathan éteignit ses phares, se fiant à la mémoire et à l'instinct, poussant la Charger à travers l'obscurité, tandis que les arbres se refermaient des deux côtés. Les phares de la BMW reculèrent plus loin. Le conducteur incapable d'égaler le cran de Jonathan, 5 km plus tard, Jonathan émergea sur une autoroute d'État. Il tourna au sud, se fondit dans la circulation clairsemée de fin de nuit et disparut. La BMW ne réapparut jamais. Mais le message était clair. Ils savaient qu'il enquêtait et ils étaient prêts à le poursuivre à travers la nuit pour l'arrêter. Jonathan conduisit directement. Arrivant chez lui à 04:30 heures, Samantha et Ruby attendaient. Les flux de surveillance encore en marche sur l'ordinateur de Ruby. « Tu l'as eu ?» demanda Samantha. Chaque mot, chaque visage, tout ce dont nous avons besoin. Ruby afficha les fichiers. « J'ai déjà fait des copies. » Envoyez une à un serveur cloud sécurisé, une à Reg, une à Peter Mullins. Même s'ils viennent ici, ils ne peuvent pas détruire ça. Ils vont essayer. Jonathan verrouilla la porte. Vérifiez les fenêtres. Nous devons bouger vite. Ruby, peux-tu éditer la vidéo en quelque chose de présentable? Audio synchronisé avec vidéo. Timestamps. Tout légal. Samantha, tu restes avec Reg jusqu'à ce que ce soit fini. Pas de discussion? Papa, ils m'ont poursuivi ce soir. Ça veut dire qu'ils savent que je suis une menace. S'ils ne peuvent pas m'atteindre, ils s'en prendront à toi. Reg a de la sécurité, des ressources, de la protection. Tu seras en sécurité là-bas? Le visage de Samantha s'effondra. Je suis tellement désolé. C'est tout de ma faute? Non,
Jonathan la serra dans ses bras. « C'est leur faute. Ils sont corrompus. Ils sont des criminels. Et ils blessent des gens depuis des années. Tu es juste celle qui m'a donné une raison de les arrêter enfin. » À 0900 heures, Reg arriva pour prendre Samantha. À 1000 heures, Ruby finit d'éditer la vidéo en une compilation complète qui montrait Elliot, Leach, Conley et Gonzalez rencontrant un trafiquant de drogue connu, discutant de distribution, échangeant de l'argent contre de la cocaïne. C'était dévastateur, irréfutable. À 1030 heures, Peter Mullins posta l'article « Corruption au 47e, policier filmé dans un deal de drogue ». La vidéo était intégrée dans l'heure. Elle avait 100 000 vues. Dans 3 heures, les chaînes de news locales la reprenaient. À 1200 heures, Melvin Blankenship déposa une énorme poursuite civile contre Elliot, Gonzalez, Leach, Conley. Le 47e commissariat et la ville elle-même, arrestation illégale, violation des droits civils, conspiration, racket. La poursuite nommait Jeremy Howard, Samantha Hayes et 12 autres victimes qui s'étaient manifestées après l'article initial de Peter. À 1400 heures, le FBI exécuta des mandats de perquisition pour la cabane, le commissariat et les domiciles personnels des 4 officiers. Des agents fédéraux envahirent le 47e comme des sauterelles, saisissant ordinateurs, fichiers, preuves. À 1600 heures, Cody Elliott, Donnie Gonzalez, le capitaine Clark Leach et Perry Conley furent arrêtés. Accusation fédérale, trafic de drogue, conspiration pour distribuer des narcotiques, corruption de fonction publique, manipulation de témoins et extorsion. Jonathan le regarda aux infos depuis son salon, Ruby à côté de lui, épuisé de 36 heures sans sommeil, à l'écran. Elliot était escorté hors du commissariat menotté, tête baissée, l'arrogance disparue. « On l'a fait ?» dit Ruby calmement. « On l'a fait ?» Mais Jonathan savait que ce n'était pas fini. Les arrestations n'étaient que le début. Il y aurait des procès, des témoignages, des appels. Certains officiers passeraient des accords, d'autres se battraient. Le commissariat serait enquêté de fond en comble. Et plus de corruption surgirait inévitablement. Quant à Marina, elle devrait affronter ce qu'elle avait ignoré, ce qu'elle avait permis en choisissant de croire un mauvais homme plutôt que sa propre fille. Son téléphone sonna. « Samantha ? Papa ? J'ai vu les infos. Ils l'ont arrêté. Ouais. Qu'est-ce qui se passe maintenant ? Maintenant, ils affrontent la justice. La vraie justice, pas celle qu'ils contrôlaient. Et maman ? Jonathan pensa comment répondre. Ta maman va devoir décider qui elle est, si elle est quelqu'un qui accepte la vérité et essaye de réparer, ou si elle est quelqu'un qui continue à faire des excuses. Dans tous les cas, c'est son choix. Je ne sais pas si je peux lui pardonner. Tu n'as pas à le faire. Pas encore, peut-être jamais. Le pardon se gagne. Mapuche, et elle a un long chemin à faire. Ils parlèrent encore quelques minutes, puis Jonathan mit fin à l'appel et se tint sur son porche arrière, fixant sa cour, la clôture qui avait besoin d'être peinte, la vie ordinaire qu'il avait essayé de construire après 3 décennies de service. Il pensa à Jeremy Howard, encore en prison, mais avec une vraie chance d'exonération maintenant, à Anna Newton, l'avocate de la défense qui avait été ciblée, à José Auguin, le propriétaire du magasin, à toutes les victimes qui étaient restées silencieuses parce qu'elles pensaient que personne ne les croirait, que personne ne se battrait pour elles. 4 étoiles signifiait le commandement, ça signifiait la responsabilité, ça signifiait utiliser le pouvoir pour les gens qui n'en avaient pas. Et Jonathan Hayes venait de rappeler à un système corrompu que le pouvoir exercé justement était l'arme la plus dangereuse de toutes. Le procès dura 8 mois. Jonathan témoigna, ainsi que Samantha, ainsi que Jeremy Howard et 10 autres victimes. L'accusation présenta les preuves vidéo, les dossiers financiers, le pattern de corruption qui remontait à 12 ans. Les avocats de la défense essayèrent chaque tour, attaquèrent la crédibilité, questionnèrent la chaîne de custodie, suggérèrent un piège. Mais les preuves étaient accablantes. Cody Elliott fut condamné à 23 ans de prison fédérale. Donnie Gonzalez reçut 18 ans. Le capitaine Clark Leach en eut 25. Perry Conley, qui accepta de témoigner contre les autres, reçut 12 ans et dut renoncer à sa pension. La ville régla la poursuite civile pour 8 millions de dollars. Partagé entre les victimes, Jeremy Howard fut libéré, sa condamnation annulée, et fut accepté en école de médecine avec une bourse complète financée par des donateurs qui avaient lu son histoire. Le 47e commissariat fut dissous, ses officiers réaffectés ou licenciés après un examen complet. Herman Weeks, l'évêque, fut arrêté au Texas et affrontait des accusations fédérales de trafic de drogue qui pouvaient le mettre à vie.
Marina demanda le divorce de Cody Elliott 3 jours après son arrestation. Elle appela Samantha 6 mois plus tard, voix tremblante, demandant une chance d'expliquer, de s'excuser, d'essayer de reconstruire ce qu'elle avait détruit. Samantha écouta et dit qu'elle avait besoin de temps. Peut-être beaucoup de temps. Marina accepta cela. Jonathan se tenait dans son bureau par un soir froid de décembre, regardant le mur où l'enquête avait été cartographiée. Il l'avait enlevé des mois plus tôt, mais parfois il pouvait encore le voir, les ficelles rouges reliant les visages, le poids des preuves qui avaient fait tomber des hommes corrompus. Son téléphone sonna, numéro inconnu. Il faillit ne pas répondre, mais quelque chose le fit décrocher. « Général Hayes, c'est Anna Newton, l'avocate de la défense. Je me souviens, je voulais vous remercier. Grâce à votre enquête, le harcèlement contre moi s'est arrêté. Les accusations qu'ils avaient fabriquées ont été abandonnées. Je pratique à nouveau le droit. C'est bon à entendre, mais j'appelle pour une autre raison. Il y a un autre commissariat, le 23e, du côté Est, où des choses similaires se passent, des plaintes qui ne mènent nulle part, des preuves qui disparaissent, des officiers qui semblent intouchables, et j'ai des clients qui sont trop effrayés pour se manifester à cause de ce qui s'est passé la dernière fois. » Jonathan fut silencieux un long moment. Il pensa à la retraite, à la vie paisible qu'il avait planifiée, à enfin en finir avec les batailles et les causes et le poids de la souffrance des autres. Puis il pensa à Samantha, à comment un mauvais flic avait essayé de détruire son avenir, à Jeremy Howard pourrissant en prison pour un crime qu'il n'avait pas commis, à tous les autres qui avaient souffert en silence, parce que personne, avec du pouvoir, ne se souciait assez pour se battre. « Envoyez-moi ce que vous avez, » dit Jonathan. « Je vais regarder. »« Merci, général. »« Merci. » Après qu'elle eut raccroché, Jonathan se tint dans l'obscurité de son bureau et sourit sombrement. Certains prenaient leur retraite sur des terrains de golf et des croisières, certains passaient leurs années dorées en réflexion tranquille, mais Jonathan Hayes avait passé 32 ans à apprendre à identifier les ennemis et éliminer les menaces, et si des flics corrompus pensaient que leur badge les rendait intouchables, ils étaient sur le point d'apprendre une leçon très douloureuse. 4 étoiles signifiaient le commandement, et ils ne faisaient que commencer. C'est ici que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section des commentaires. Merci pour votre temps précieux. Si vous avez aimé cette histoire, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup. Cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai